deuxième biais cognitif qui est lié, qui renforce et qui est dans une sorte de dialectique avec le premier, c'est-à-dire qu'ils se renforcent mutuellement. C'est le biais qu'on appelle souvent la pensée de groupe, le groupthink ou le in-group thinking. C'est le problème donc de la pensée de groupe. Par la force des choses, on a tendance à être en discussion, en relation avec des gens qui ont souvent les mêmes croyances que nous, qui font partie donc de nos communautés et donc il y a une certaine homogénéité au sein de nos groupes d'appartenance sur le plan des croyances, des visions du monde et ainsi de suite. La pensée de groupe, donc c'est on appelle ça aussi parfois des chambres d'écho, c'est-à-dire que si le groupe est assez homogène, si les gens pensent pas mal la même chose, ont pas mal la même vision, mais c'est toujours les mêmes positions qui sont répétées, puis la répétition crée cette espèce d'écho, vient renforcer au fond nos croyances, et ça peut conduire à un certain dogmatisme. Un dogmatisme, c'est lorsqu'on refuse d'admettre la possibilité que mon système de croyances soit faux, que certaines de mes croyances soient fausses, donc de faire preuve d'une certaine fermeture d'esprit. Donc c'est normal qu'on soit en relation avec des gens qui ont des valeurs semblables ou des croyances semblables, mais ça peut avoir cet effet négatif, donc encore une fois, de désactiver la possibilité de l'autocritique, parce qu'on n'entend pas des points de vue ou des voix qui viennent nous confronter, qui nous exposent à d'autres réalités ou à d'autres arguments ou à d'autres faits que l'on néglige ou que l'on ignore. Donc vous voyez que biais de confirmation et pensée de groupe, les deux ensemble, ont pour effet de faire en sorte qu'on devient moins bon à l'autocritique et que ça peut nous enfermer dans une forme de dogmatisme, dans une croyance trop forte, trop ferme envers la vérité ou la justesse de nos propres positions. Donc c'est lorsqu'on cherche à comprendre pourquoi des campagnes comme celle de la Brexit ou de Trump ou certains des débats de société qui ont dérapé au Québec, comment des mauvais arguments, des fausses nouvelles et ainsi de suite ont pu avoir autant d'impact, mais il faut garder en tête donc ces vulnérabilités que l'on a et qui font en sorte qu'on ne sera pas suffisamment critique ou sceptique par rapport à certains discours. Donc moi, une des vertus que je prône dans le livre, c'est celle que j'appelle, avec d'autres avant moi, la générosité interprétative. Puis là, je m'inspire d'un des philosophes qui m'a influencé, que vous avez peut-être vu dans vos cours, John Stuart Mill, qui est un philosophe anglais du 19e siècle, puis qui a dit quelque chose, parce que les philosophes, on aime beaucoup se critiquer entre nous, critiquer les théories des autres, et ainsi de suite. Puis John Stuart Mill a dit, une thèse adverse est jamais véritablement jugée tant qu'on ne l'a pas jugée dans sa meilleure formulation possible. Donc voici la meilleure version d'une théorie à laquelle je n'adhère pas, mais voici sa meilleure formulation, sa meilleure version, puis c'est cette meilleure version-là que je dois être capable de réfuter, de contredire. Puis si j'arrive à la contredire, effectivement, là, il y a de fortes chances que ma position soit vraie ou que la théorie alternative, que j'ai de bonnes raisons de l'accepter. Donc ça, c'est faire preuve de générosité interprétative. C'est lorsqu'on interprète des positions différentes des nôtres, mais je le fais avec une certaine générosité. Donc voici les meilleurs arguments et voici les faits les plus solides que cette position mobilise, puis je vais essayer de contredire ça. Ça, la générosité interprétative, c'est exactement le contraire d'un sophisme qu'on appelle le sophisme de l'homme de paille ou le sophisme de la caricature, l'homme de paille dans le sens d'un épouvantail. Vous allez voir ça dans les débats publics. Là, je n'aimerais pas certains chroniqueurs, même si ce n'est pas l'envie qui manque, mais ce qu'ils font lorsqu'ils critiquent, par exemple, le multiculturalisme, c'est se critiquer une caricature que personne ne défend. Donc l'idée, par exemple, les multiculturalistes nous disent qu'on doit respecter les différences culturelles, donc ils
qu'ils acceptent que l'on excuse, par exemple, les crimes d'honneur ou les mutilations génitales ou les mariages forcés et ainsi de suite. Or, je ne connais pas de multiculturalistes qui pensent que les crimes d'honneur sont acceptables et qu'on devrait les excuser. C'est peut-être que ça se trouve, mais personnellement, j'en connais pas. Donc, c'est tout simplement un homme de paille, c'est un épouvantail qu'on agite pour faire peur, littéralement, en disant, bon, si vous acceptez le multiculturalisme, ça vous force à tolérer des pratiques qui ne sont pas acceptables. Mais ce n'est pas vrai. On peut dire, oui, il faut respecter la diversité, les différences culturelles, mais il faut que ça se fasse, par exemple, dans un cadre de respect des droits fondamentaux de tous, des valeurs démocratiques, et ainsi de suite, ce qui est la position